Le réveil sonne à 6 heures. Manon ouvre les yeux, mais son cœur bat déjà comme un tambour. Aujourd'hui, elle épouse Alexandre. Aujourd'hui devrait être le plus beau jour de sa vie. Ses mains tremblent quand elle tend le bras vers sa table de nuit. Sans s'en rendre compte, elle commence à tirer sur une mèche de cheveux près de sa tempe. Tire, tire, tire. Le petit rituel qui l'apaise depuis l'enfance, quand l'angoisse devient trop forte. Elle s'arrête net en voyant les cheveux entre ses doigts. Pas aujourd'hui, pas le jour de son mariage. Son téléphone vibre. Un message de sa mère. Le cadeau est devant ta porte. Bonne chance pour ton grand jour. Manon fronce les sourcils. Ses parents ont été froids ces dernières semaines, critiquant son choix d'épouser un homme que vous connaissez à peine. Ils avaient promis de payer le traiteur comme cadeau de mariage. Mais hier encore, sa mère avait dit « On verra si on peut se le permettre ». Elle ouvre la porte de son petit appartement. Une boîte élégante l'attend sur le paillasson, ornée d'un ruban doré. Son cœur se réchauffe un peu. Peut-être qu'ils ont finalement décidé de la soutenir. De retour dans son salon, elle défait délicatement le ruban. À l'intérieur, sous du papier de soie blanc, elle découvre des morceaux de tissu blanc. Son souffle se coupe. Ce sont les restes de sa robe de mariée, celle qu'elle avait achetée avec toutes ses économies, découpée en lambeaux. Une carte est glissée entre les morceaux. Voyons comment tu te maries maintenant sans notre argent. Puisque tu préfères cet inconnu à ta famille, débrouille-toi seul. Manon tombe à genoux sur son parquet. Les morceaux de dentelle blanche s'éparpillent autour d'elle comme des pétales flétris. Sa gorge se serre. L'odeur de lavande de sa mère, encore présente sur le tissu, lui donne la nausée. Elle court aux toilettes et vomit tout ce qu'elle a dans l'estomac. Quand elle revient au salon, les larmes coulent sur ses joues. Ses mains trouvent automatiquement ses cheveux. Tire, tire, tire. Une mèche entière reste entre ses doigts. Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi ses propres parents la détestent-ils à ce point? Un souvenir lui revient, net comme une gifle. Elle a 12 ans. Elle vient de rater un contrôle de mathématiques. Sa mère la regarde avec ses yeux froids qu'elle connaît si bien. « Maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce que tu me rappelles tout ce que j'ai perdu. » Elle n'avait pas compris à l'époque. Aujourd'hui encore, cette phrase la hante. Manon regarde son reflet dans le miroir du salon. Ses cheveux sont ébouriffés, ses yeux rouges et gonflés. Comment peut-elle se marier dans cet état? Alexandre mérite une fiancée radieuse, pas cette épave. Elle attrape son téléphone d'une main tremblante et compose son numéro. « Mon amour, tu es matinale aujourd'hui. » La voix chaude d'Alexandre lui brise le cœur. Elle éclate en sanglots. « Alexandre, je ne peux pas. Manon, que se passe-t-il? Où es-tu? » « Chez moi. Mes parents, ils ont... » Sa voix se brise. « Je ne mérite pas ce bonheur. Ils ont raison. Annule tout, je t'en supplie. J'arrive. Ne bouge pas. » Il raccroche avant qu'elle puisse protester. Manon s'effondre sur son canapé, entourée des restes de sa robe. Dans quelques heures, elle devait dire oui à l'homme qu'elle aime. Maintenant, elle n'a plus rien. Pas de robe, pas de famille, pas de confiance en elle. Juste cette vieille douleur qui lui ronge le cœur depuis l'enfance. Et cette question qui la torture. Qu'a-t-elle fait de si terrible pour mériter tant de haine? 15 minutes plus tard, Alexandre frappe à la porte. Manon n'a pas bougé du canapé, recroquevillée parmi les morceaux de tissu blanc. Ses doigts continuent de tirer sur ses cheveux, laissant de nouvelles mèches éparpillées sur ses genoux. Il entre avec sa clé et s'arrête net en découvrant la scène. Son visage se durcit quand il voit les restes de la robe, puis s'adoucit quand il pose les yeux sur Manon. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle ne répond pas. Elle ne peut pas. Alexandre s'approche lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. Il s'agenouille devant elle et, doucement, écarte ses mains de ses cheveux. « Regarde-moi, Manon. » Ses yeux verts sont remplis d'une tendresse qu'elle ne mérite pas. Une tendresse qui lui fait plus mal que toute la cruauté de ses parents. « Tu tires sur tes cheveux quand tu as peur, n'est-ce pas ?» Elle hoche la tête, surprise qu'il l'ait remarqué. « Mon père adoptif buvait. Quand il rentrait le soir, je me cachais dans ma chambre et je me mordais les mains jusqu'au sang. » Alexandre remonte lentement sa manche gauche. Sur son avant-bras, des petites cicatrices blanches dessinent une constellation de douleurs anciennes.
J'avais 8 ans quand j'ai compris que se faire mal à soi-même ne diminue pas la souffrance. Ça la déplace juste ailleurs. Manon le regarde, stupéfaite. Alexandre, si fort, si sûr de lui, cachait cette blessure. Ses doigts effleurent les marques sur sa peau. Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tes cheveux? Ils se regardent en silence. Deux âmes abîmées qui se sont trouvées sans même le savoir. Alexandre se redresse et va chercher un verre d'eau dans la cuisine. Quand il revient, son visage a changé. Il y a une détermination nouvelle dans ses yeux. Manon, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. Elle boit une gorgée d'eau, ses mains tremblent moins maintenant. Ma famille, nous ne sommes pas juste à l'aise financièrement. Nous possédons plusieurs propriétés en France, dont le château de Malmaison. J'hérite d'une fortune considérable. Manon écarquille les yeux. Alexandre continue rapidement. Je ne te l'ai pas dit parce que, après ce que j'ai vécu enfant, j'avais besoin de savoir que tu m'aimais pour moi, pas pour ce que je possède. Et aujourd'hui, tes parents me donnent une chance de te le prouver. Il sort son téléphone et commence à composer un numéro. Bonjour, c'est Alexandre Moreau. Je voudrais organiser un mariage au château pour cet après-midi. Oui, aujourd'hui même. Non, l'argent n'est pas un problème. Manon le regarde, abasourdie. Le château de Malmaison? Elle a visité ce lieu magnifique lors d'une sortie scolaire, il y a des années. C'est l'un des plus beaux monuments de France. Alexandre, tu n'es pas obligé de... Si. Il raccroche et s'agenouille de nouveau devant elle. Tes parents pensent t'avoir détruite. Ils vont découvrir qu'ils ont juste révélé à quel point tu es précieuse. Il prend ses mains dans les siennes. Des mains qui ont connu la douleur, comme les siennes. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans cette histoire? Ce n'est pas qu'ils aient détruit ta robe. C'est qu'ils t'aient fait croire que tu ne mérites pas d'être aimée. Une nouvelle larme coule sur la joue de Manon. Mais cette fois, c'est différent. C'est un mélange de douleur et d'espoir. Et si c'est vrai, et si je ne le mérite vraiment pas? Alexandre sourit. Et dans ce sourire, elle voit toute la force qu'il a dû développer pour survivre à son enfance. Alors nous ne méritons ni l'un ni l'autre. Mais nous nous sauvons ensemble, d'accord? Son téléphone sonne. Il décroche et écoute quelques secondes. Parfait. Oui, la robe aussi. Taille 38. Merci. Il se tourne vers Manon. Dans 2 heures, une équipe va arriver avec une robe de créateur. Le traiteur le plus réputé de Paris prépare déjà notre banquet. Et dans 5 heures, nous serons mari et femme dans l'un des plus beaux lieux de France. Manon se lève lentement. Son reflet dans le miroir lui montre une femme aux cheveux ébouriffés, aux yeux rougis, mais pour la première fois depuis des années, elle y voit aussi autre chose. Elle y voit quelqu'un qui mérite d'être sauvé. Je t'aime, Alexandre. Je le sais. Et aujourd'hui, le monde entier va le voir. Dehors, le soleil perce enfin les nuages gris du matin. 5 heures plus tard, Manon se tient devant les grilles dorées du château de Malmaison. La robe de soie ivoire épouse parfaitement ses formes. Les dentelles délicates cachent les zones où ses cheveux sont plus clairsemés. Le coiffeur a travaillé des miracles, transformant ses mèches arrachées en un chignon sophistiqué orné de perles. Mais sous cette perfection apparente, son cœur bat la chamade. « Respire lentement », murmure Alexandre en ajustant son smoking. Il a remarqué ses mains qui tremblent légèrement. In, out, comme on a fait dans la voiture. Les invités arrivent par petits groupes. Des amis d'Alexandre qu'elle reconnaît, mais aussi des visages inconnus qui semblent sortir tout droit d'un magazine de mode. Leurs regards admiratifs balayent le château, les jardins à la française, la fontaine de marbre où des cygnes blancs évoluent gracieusement. « Comment tu as réussi à organiser tout ça si vite ?» chuchote-t-elle. « L'argent ouvre beaucoup de portes, et j'ai appelé quelques faveurs. » Une dame élégante en tailleur rose s'approche d'eux. Manon reconnaît la directrice des événements du château, celle qu'elle avait aperçue lors de sa visite scolaire des années plus tôt. « Monsieur Moreau, tout est prêt. Le photographe vous attend près de la roseraie. » Le photographe. Manon n'y avait pas pensé. Ces photos vont être vues, partagées, commentées. Une part d'elle voudrait disparaître, mais une autre part, plus profonde, ressent une satisfaction étrange. Ses parents vont les voir. La cérémonie se déroule dans la grande galerie du château.
Les lustres de cristal diffusent une lumière dorée sur les murs ornés de fresques. Manon avance au bras d'Alexandre. Elle a refusé qu'un autre homme l'accompagne à l'autel. Ses parents ne méritent pas cet honneur. Quand le maire prononce les mots « Je vous déclare unis par les liens du mariage », quelque chose d'étrange se produit. Manon ne ressent pas l'explosion de joie qu'elle imaginait. À la place, un vide étrange l'envahit. Pourquoi ne sent-elle pas le bonheur qu'elle devrait sentir? Alexandre remarque son trouble. Sa main trouve la sienne et la serre doucement. Ce geste simple la ramène à la réalité. Elle est aimée. C'est réel. Le banquet est somptueux. Table dressée dans les jardins, orchestre de chambre, champagne millésimé. Les invités se succèdent pour les féliciter, mais leurs compliments glissent sur Manon, comme l'eau sur du verre. « Madame Moreau » dit une femme qu'elle ne connaît pas. « Vous êtes absolument rayonnante. Ce mariage est féerique. Madame Moreau. » Elle porte désormais le nom d'Alexandre. Un nom qui a du poids, de l'histoire. Un nom que ses parents vont découvrir dans quelques heures. Pendant la séance photo près de la fontaine, le photographe les place dans des poses de contes de fées. Manon sourit mécaniquement, mais elle a l'impression d'être à l'extérieur de son propre corps, observant une autre femme vivre son rêve. « Tu es sûre que ça va ?» murmure Alexandre entre deux clichés. « Je ne sais pas pourquoi je me sens déconnectée. C'est normal. Après un choc émotionnel, le cerveau se protège. Tu vas revenir petit à petit. Il connaît vraiment la douleur. » Cette pensée la réconforte plus que tous les compliments de la journée. En fin d'après-midi, assise à la table d'honneur, Manon sort discrètement son téléphone. Ses doigts hésitent au-dessus de l'écran. Puis, dans un élan qu'elle ne contrôle pas complètement, elle ouvre Instagram. Elle poste la première photo. Elle et Alexandre devant le château, magnifique dans la lumière dorée du soleil couchant. Sa robe flotte dans le vent. Alexandre la regarde avec une adoration évidente. Légende, mariée au château de Malmaison, le plus beau jour de ma vie. La deuxième photo montre les jardins somptueux, la table d'honneur avec ses roses blanches et ses couverts en argent. La troisième, elle seule, souriante dans sa robe de rêve, les cheveux parfaits, le maquillage impeccable. Une princesse de conte de fées. Elle publie les 3 photos d'un coup et repose son téléphone. Alexandre, qui a vu son manège, lui prend la main. « Tu es sûr ? Ils doivent savoir. » Dans sa poche, son téléphone commence à vibrer. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. Les notifications s'enchaînent. Like, commentaires, partage. Et probablement, quelque part dans leur petit salon étriqué, ses parents découvrent en temps réel l'ampleur de leur erreur. Manon sourit pour la première fois de la journée. Un sourire qui n'a rien à voir avec le bonheur. « Madame Moreau », dit le serveur en remplissant sa coupe de champagne. « Toutes mes félicitations. » Madame Moreau. Oui, elle pourrait s'habituer à ce nom. Son téléphone vibre encore. Elle jette un coup d'œil rapide à l'écran. 15 appels manqués de « maman ». Le spectacle ne fait que commencer. Le téléphone de Manon n'arrête plus de vibrer. Assise dans la suite nuptiale du château, elle regarde l'écran s'illuminer sans relâche. 22h30. Cela fait 3 heures que les photos sont en ligne. 47 appels manqués. Tous de ses parents. Alexandre sort de la salle de bain, encore en smoking mais sans la cravate. Il s'assoit à côté d'elle sur le lit à baldaquin et observe le téléphone qui s'agite comme un animal enragé. « Tu veux que je réponde ?»« Non, pas encore. » Elle ouvre la messagerie vocale. Sa boîte est saturée. D'une main tremblante, elle appuie sur le premier message. La voix de sa mère explose dans le haut-parleur, haletante, presque hystérique. « Manon! Manon, décroche! On vient de voir tes photos. Comment c'est possible? Rappelle-nous immédiatement. » Message supprimé. Suivant. Son père cette fois. La voix plus grave mais tout aussi paniquée. « Ma chérie, il faut qu'on parle. On a peut-être mal compris la situation avec ton fiancé. Rappelle-nous, s'il te plaît. » Alexandre lève un sourcil ironique. Mal compris la situation. Comme c'est pratique. Manon continue d'écouter. Message après message, elle entend ses parents passer par tous les stades du désespoir. D'abord l'incrédulité, puis la panique, ensuite la supplication. Au 10e message, sa mère pleure.
Ma petite fille, on s'est trompé. On s'est tellement trompé. Tu es mariée dans un château. Un vrai château. Et cet Alexandre, on ne savait pas qu'il était... Enfin, qu'il avait les moyens de... Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Au 15e message, son père a changé de ton. Plus calculateur. Manon, nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, logé pendant 25 ans. Ce petit malentendu de ce matin ne doit pas briser notre famille. Rappelle-nous pour qu'on puisse faire connaissance avec ton mari comme il se doit. Petit malentendu. Manon ricane amèrement. Détruire sa robe de mariée en morceaux, c'est un petit malentendu. Au 20e message, ils ont visiblement fait des recherches sur Internet. Manon, la voix de sa mère tremble d'une émotion nouvelle. On a regardé le château de Malmaison sur Internet. Et le nom Moreau. Il y a des articles sur une famille Moreau qui possède plusieurs propriétés historiques en France. C'est la même famille? Mon Dieu, ma chérie, tu aurais pu nous prévenir. Alexandre secoue la tête avec dégoût. Ils ont passé 3 heures à fouiller Internet au lieu de s'inquiéter de savoir si tu allais bien. Manon continue d'écouter, morbidement fascinée. Ses parents se relaient maintenant, alternant menaces voilées et supplications pathétiques. Ta mère va très mal depuis ce matin. Elle regrette tellement. On était en colère parce qu'on pensait que tu nous abandonnais pour un inconnu sans le sou. Mais maintenant qu'on comprend la situation, nous sommes dans une période difficile financièrement, ma chérie. La maison, on risque de la perdre. Peut-être que ton nouveau mari pourrait nous aider à... Alexandre se lève brusquement. Ils osent, le jour de ton mariage, ils osent te demander de l'argent. Manon appuie sur pause. Le silence retombe dans la chambre, troublé seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne sur la cheminée. Il y en a encore 27 à écouter, dit-elle d'une voix blanche. Tu n'es pas obligé. Si, je veux entendre jusqu'où ils peuvent aller. Elle reprend l'écoute. Les messages deviennent de plus en plus désespérés. Sa mère évoque des souvenirs d'enfance édulcorés, des Noëls prétendument merveilleux, des vacances qui n'ont jamais existé. Son père parle de fierté familiale et de réconciliation nécessaire. Au 40e message, sa mère craque complètement. « Manon, j'ai vu les photos. Tu es si belle, si élégante. J'aurais tellement voulu être là. C'est ma fille unique qui se marie et je n'étais même pas là. Comment j'ai pu être aussi stupide? Pardonne-moi, ma chérie. Pardonne à ta vieille maman qui a tout gâché. » Pour la première fois depuis le matin, Manon sent quelque chose remuer dans sa poitrine. Pas de la pitié pour ses parents, mais une douleur sourde. Cette partie d'elle, cette petite fille en elle, qui voulait encore leur amour malgré tout. Alexandre s'en aperçoit immédiatement. « Hey, regarde-moi !» Elle lève les yeux vers lui. Il s'agenouille devant elle et prend ses mains dans les siennes. « Ce que tu ressens là, c'est normal. C'est même sain. Mais souviens-toi de ce matin. Souviens-toi de ta robe en morceaux. Souviens-toi de ce qu'ils t'ont écrit. » Manon hoche la tête, mais une larme coule sur sa joue. Pourquoi j'ai encore envie qu'ils m'aiment? Après tout ce qu'ils m'ont fait? Parce que tu as un cœur qu'ils n'ont pas su protéger. Le téléphone vibre encore. Appel entrant. Maman. Cette fois, Manon décroche. Manon, ma chérie, enfin, tu vas bien? Où es-tu? Il faut qu'on parle. La voix de sa mère traverse le combiné comme un torrent d'angoisse mal contrôlée. Bonjour maman, je vais très bien. Je suis en voyage de noces. Un silence. Puis, ma chérie, nous avons fait une terrible erreur ce matin. Une erreur? La voix de Manon se durcit. Détruire ma robe de mariée, c'est une erreur? Nous ne savions pas que... Que quoi? Que j'épousais quelqu'un de riche? Et ça change quoi exactement? Nouveau silence. Plus long cette fois. Manon raccroche et éteint son téléphone. 92 appels en 3 heures. Un record familial. Alexandre la prend dans ses bras. « Fier de toi », murmure-t-il contre ses cheveux. Dehors, la lune éclaire les jardins du château de sa lumière argentée. Demain, ils découvriront ce que ses parents sont vraiment prêts à faire pour récupérer leur place dans sa vie. Mais pour ce soir, elle est Madame Moreau. Et c'est suffisant. 3 jours plus tard, Manon retourne dans son appartement pour récupérer ses affaires. Alexandre l'accompagne,
portant les cartons de déménagement. Elle va officiellement s'installer chez lui, chez eux, dans sa maison du 16e arrondissement. En ouvrant la porte, elle découvre 12 bouquets de fleurs entassés devant l'entrée. Des roses rouges, des lys blancs, des orchidées violettes. Chaque bouquet accompagné d'une carte de ses parents. « Pardonne-nous, nous t'aimons. Tu nous manques terriblement. » Il ne lâcha vraiment rien, marmonne Alexandre en enjambant les fleurs fanées. Manon ne répond pas. Elle se dirige vers sa chambre et commence à vider ses tiroirs. Au fond du dernier tiroir de sa commode, ses doigts effleurent une boîte métallique qu'elle avait oubliée. Une vieille boîte à biscuits de sa grand-mère, remplie de souvenirs d'enfance. Elle l'ouvre machinalement. Photos de classe, dessins d'école primaire, cartes postales, et au fond, une enveloppe jaunie qu'elle n'avait jamais remarquée. Son nom est écrit dessus, mais d'une écriture qu'elle ne reconnaît pas. Une écriture tremblante, enfantine. Intriguée, elle ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, un dessin au crayon de couleur. 2 bonshommes bâtons se tiennent par la main sous un soleil jaune. L'un porte une robe, l'autre un pantalon. En bas, écrit en lettres maladroites, « Pour ma petite sœur Manon. Je t'aime. Lucas. » Le souffle de Manon se coupe. Lucas. Ce prénom ne lui dit rien. Pourtant, il y a quelque chose de familier dans ces lettres enfantines. Elle retourne le dessin. Au dos, une date. 15 mars 1998. Elle avait 3 ans à cette époque. Et en dessous, d'une écriture adulte cette fois, Lucas, 6 ans. Dernier dessin avant l'accident. L'accident. Manon s'assoit lourdement sur son lit. Le dessin tremble entre ses mains. Alexandre, qui rangeait ses livres, s'approche en voyant son visage livide. Qu'est-ce que c'est ? Elle lui tend le dessin sans un mot. Il l'examine, fronce les sourcils. Lucas ? Je ne sais pas qui c'est. Enfin, je ne savais pas. Une pièce du puzzle qu'elle ne connaissait même pas se met en place. Les phrases cryptiques de sa mère. Cette froideur inexpliquée. Cette sensation permanente de ne jamais être à la hauteur de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Manon fouille fébrilement dans la boîte. Au fond, elle trouve une autre enveloppe, plus épaisse. À l'intérieur, des photos. La première montre ses parents, 20 ans plus tôt, souriant et tenant dans leurs bras un petit garçon blond aux yeux rieurs. Ses parents ont l'air heureux, d'un bonheur qu'elle ne leur a jamais vu. La deuxième photo, le même petit garçon, un peu plus grand, qui souffle ses 6 bougies d'anniversaire. Sa mère le regarde avec une tendresse que Manon a toujours espéré sans jamais la recevoir. La troisième photo lui serre le cœur. Le petit Lucas joue dans un jardin qu'elle reconnaît. C'est le jardin de la maison de ses grands-parents, où elle a passé quelques étés. Mais elle n'y allait que l'été. Lucas, lui, semblait y vivre. Au dos de cette dernière photo, l'écriture de sa mère. Lucas, notre petit prince. Juin 1988. Juin 1988. 2 mois avant sa naissance. Alexandre s'assoit à côté d'elle, comprenant l'ampleur de ce qu'elle vient de découvrir. « Tu n'as jamais eu de frère, » dit-il doucement. « Tu étais l'enfant de remplacement. » Manon hoche la tête, incapable de parler. Tout s'éclaire avec une clarté douloureuse. Les attentes impossibles à satisfaire. Les comparaisons constantes avec un fantôme qu'elle ne connaissait même pas. Cette phrase terrible de sa mère quand elle avait 12 ans. « Tu me rappelles tout ce que j'ai perdu. » Elle n'était pas en colère contre Manon. Elle était en colère contre le destin qui lui avait pris Lucas et lui avait donné une fille à la place. « Ils ne m'ont jamais aimée pour moi, » murmure-t-elle. Il voulait qu'il revienne. Alexandre passe un bras autour de ses épaules. Il comprend maintenant pourquoi elle tire sur ses cheveux, pourquoi elle doute constamment de sa valeur, pourquoi elle a si peur d'être abandonnée. On ne peut pas rivaliser avec un mort, surtout quand on ne sait même pas qu'il existe. « Maintenant tu comprends », dit-il. Leur méchanceté n'était pas gratuite. C'était de la douleur mal digérée qui a empoisonné toute une famille. Manon regarde encore une fois le dessin de Lucas. Ce frère qu'elle n'a jamais connu, mais qui a déterminé toute sa vie. Pour la première fois, elle comprend ses parents. Et pour la première fois aussi, elle réalise à quel point ils l'ont détruite. Le lendemain matin, ils sonnent à la grille du château. Manon les voit depuis la fenêtre de sa chambre. Ses parents se tiennent côte à côte sur le perron, petits et vieillis dans leurs manteaux sombres.
Son père tient un bouquet de roses blanches d'une main tremblante. Sa mère porte un sac à main serré contre sa poitrine comme un bouclier. « Ils ont l'air perdus », murmure Alexandre en regardant par-dessus son épaule. « Ils le sont. » Manon descend lentement l'escalier de marbre. Chaque marche résonne sous ses pas. Dans sa poche, elle a glissé le dessin de Lucas. Cette fois, elle a les réponses. Cette fois, c'est elle qui contrôle la conversation. Elle ouvre la porte. Ses parents lèvent vers elle des visages ravagés par 3 semaines d'angoisse. Sa mère a maigri. Son père a des cernes profonds sous les yeux. Manon. Sa mère fait un pas en avant, puis s'arrête, intimidée par l'élégance des lieux. « Bonjour maman. Papa. » Un silence pesant s'installe. Ses parents regardent autour d'eux avec des yeux écarquillés. Les lustres, les tapisseries, les meubles d'époque. Ils réalisent enfin dans quel monde leur fille évolue maintenant. « On peut entrer ?» demande son père d'une voix incertaine. Manon s'efface pour les laisser passer. Elle les guide vers le petit salon, celui qu'Alexandre et elle utilisent pour prendre le thé. Ses parents s'assoient au bord des fauteuils Louis XVI, comme s'ils craignaient de les abîmer. « Tu es magnifique, ma chérie », murmure sa mère. Manon porte une robe simple en cachemire beige. Ses cheveux sont attachés en un chignon lâche. Elle n'a plus cette tension permanente dans les épaules, cette façon de se recroqueviller qu'elle avait depuis l'enfance. « Nous sommes venus pour vous excuser ?» Manon sort le dessin de Lucas de sa poche et le pose sur la table basse. « Ou pour m'expliquer qui était mon frère ?» Le visage de sa mère devient livide. Son père ferme les yeux comme s'il venait de recevoir un coup. « Tu as trouvé... » « J'ai trouvé beaucoup de choses. Lucas, les photos, sa date de naissance, 2 mois avant la mienne. » Sa mère se met à pleurer silencieusement. Pas des larmes de manipulation cette fois, mais des sanglots profonds qui semblent venir du ventre. « Il était notre petit prince, » chuchote-t-elle. « Si intelligent, si drôle, si affectueux. Et puis l'accident de voiture. D'un coup, il n'était plus là. » Son père prend le relais, la voix brisée. « Quand on a appris que tu étais en route, on s'est dit que peut-être le destin nous envoyait quelqu'un pour combler le vide. Mais quand tu es née, j'étais une fille, pas Lucas. Tu étais différente de lui. Tu pleurais beaucoup. Tu étais fragile. Tu avais peur de tout. Lucas était un petit garçon solaire. Toi, tu étais... Moi, j'étais moi. Pas votre fils mort. » Les mots claquent dans le silence du salon. Sa mère sursaute comme si Manon l'avait giflé. « On ne voulait pas... On n'a jamais voulu te faire du mal. » « Vraiment ?» Manon se lève et fait les 100 pas devant la cheminée. « Vous m'avez dit que j'étais décevante depuis que je sais marcher. Vous m'avez comparée à un fantôme, sans même me dire qu'il existait. Vous avez saboté mon mariage parce que vous ne supportiez pas que je puisse être heureuse autrement qu'en étant Lucas. » Alexandre apparaît dans l'encadrement de la porte. Il ne dit rien, mais sa présence rassure Manon. Son père lève enfin les yeux vers elle. « Nous ne savions pas comment aimer après avoir tout perdu. Le deuil nous a rendus fous, et au lieu de faire ce deuil, on l'a projeté sur toi. Vous m'avez détruite parce que vous étiez détruit. » Oui, sa mère acquiesce entre ses larmes. « Et aujourd'hui, on risque de perdre la maison. Nos économies ont fondu avec les dettes. On espérait que ton mariage pourrait... Vous espériez que je vous donnerais de l'argent après m'avoir brisé le cœur. On ne savait pas qu'Alexandre était... riche ?» Manon se tourne vers eux, et pour la première fois, ses parents voient dans ses yeux une force qu'ils ne connaissaient pas. « Et s'il avait été pauvre, vous auriez continué à me traiter comme une erreur de la nature ?» Personne ne répond. Manon reprend le dessin de Lucas et le regarde une dernière fois. « Je comprends votre douleur maintenant, mais votre douleur ne justifie pas la mienne. » Elle se dirige vers la porte. « Manon !» Sa mère se lève précipitamment. « Tu ne peux pas nous chasser, on est tes parents. » Manon se retourne lentement. « Vous étiez les parents de Lucas. Moi, j'étais juste l'intruse qui a pris sa place. » Elle sort du salon, laissant ses parents face à 25 années de vérité qu'ils ne peuvent plus ignorer. 6 mois plus tard, Manon se regarde dans le miroir de sa coiffeuse. Ses cheveux ont repoussé, épais et brillants, formant une cascade auburn qui encadre son visage. Plus de zones clairsemées, plus de mèches arrachées par l'angoisse. La tricotylomania appartient au passé.
Elle porte un tailleur bleu marine impeccable. Aujourd'hui, elle inaugure officiellement la Fondation Lucas, dédiée aux familles en deuil et aux enfants victimes de projections parentales toxiques. Le nom a été son idée. Transformer la source de sa douleur en source d'espoir pour d'autres. Tu es prête ? Alexandre apparaît dans l'encadrement de la porte, élégant dans son costume gris anthracite. Plus que jamais, ils descendent ensemble vers le hall d'entrée où les attendent les premiers bénéficiaires de la fondation. Manon a personnellement sélectionné chaque famille. La mère célibataire qui élève ses jumeaux en comparant sans cesse l'un à l'autre. Le père veuf qui refuse de voir sa fille grandir parce qu'elle ressemble trop à sa femme décédée. Les enfants adoptés qui portent le poids d'être des remplaçants. Madame Moreau, dit Sophie, la coordinatrice qu'elle a recrutée. Tout est prêt pour la conférence de presse. Madame Moreau. Ce nom lui va maintenant comme une seconde peau. Elle l'a mérité, construit, honoré. En traversant le grand salon transformé en salle de conférence, Manon observe les familles présentes. Elle reconnaît dans leur regard cette même blessure qu'elle a portée pendant 25 ans. Cette sensation d'être née pour combler un vide qui n'était pas le leur. Elle prend place derrière le pupitre, Alexandre à ses côtés. Les journalistes pointent leurs caméras vers elle. 6 mois plus tôt, cette attention l'aurait paralysée. Aujourd'hui, elle y puise une force nouvelle. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Manon Moreau, et je voudrais vous parler d'un petit garçon qui s'appelait Lucas. Un silence attentif s'installe dans la salle. Lucas était mon frère. Je ne l'ai jamais rencontré parce qu'il est mort 3 ans avant ma naissance. Mais il a déterminé chaque jour de mon enfance, chaque regard de mes parents, chaque attente impossible à satisfaire. Elle raconte son histoire sans faux semblant. L'enfant de remplacement qu'elle était, la tricotylomania développée face au rejet, la découverte tardive de la vérité. Les journalistes prennent des notes, captivés. La Fondation Lucas ne vise pas à diaboliser les parents en deuil. Elle vise à les aider à faire leur deuil sainement, sans projeter leur douleur sur leurs enfants vivants. Applaudissements nourris. Dans l'audience, elle aperçoit Marie, 8 ans, dont la mère la compare sans cesse à son frère aîné décédé dans un accident. Et Thomas, 15 ans, qui s'automutile parce que ses parents adoptifs lui répètent qu'il ne sera jamais aussi bien que leur fils biologique mort-né. Après la conférence, Manon passe d'une famille à l'autre. Elle écoute leurs histoires, partage son expérience, oriente vers des thérapeutes spécialisés. Pour la première fois de sa vie, sa douleur sert à quelque chose de constructif. Le soir, Alexandre et elle se retrouvent dans leur chambre. Il l'aide à dégrafer sa robe, geste devenu rituel après ces longs mois de mariage. Comment tu te sens ? Utile, vraiment utile. Il l'enlace par derrière, et elle se laisse aller contre son torse. Leurs 2 corps portent toujours les cicatrices de leurs enfances brisées, mais ils ont appris à s'entraider au lieu de se blesser. Au fait, dit Alexandre en sortant une enveloppe de sa veste, ça vient d'arriver. L'en-tête indique le nom de l'étude notariale qui gère la succession de sa grand-mère paternelle. Manon ouvre l'enveloppe, intriguée. À l'intérieur, l'acte de propriété d'une petite maison de campagne en Normandie. Et une lettre de sa grand-mère, écrite avant sa mort il y a 3 ans. Ma chère Manon, cette maison t'appartient depuis toujours. Tes parents ont prétendu l'avoir vendue pour payer les dettes familiales. Mais j'avais pris soin de la mettre directement à ton nom dans mon testament. Elle t'attend, comme elle a attendu tous les petits-enfants de la famille. J'espère qu'elle te donnera ce que tes parents n'ont jamais su t'offrir. Un foyer où tu es aimé pour ce que tu es. Ta grand-mère qui t'aime. PS. Méfie-toi de tes parents. Ils ont toujours été plus doués pour mentir que pour aimer. Manon relit la lettre 2 fois, incrédule. Ils ont menti. Encore. Ta grand-mère avait tout compris, murmure Alexandre en lisant par-dessus son épaule. Manon plie soigneusement la lettre. Une nouvelle pièce du puzzle familial qui révèle l'ampleur de la manipulation de ses parents. Mais étrangement, elle ne ressent plus de colère. Juste une immense lassitude face à leur incapacité chronique à dire la vérité. On ira la voir ce week-end ? Bien sûr. Ce sera notre première vraie maison de famille. Dehors, la pluie commence à tomber sur les jardins du château. Mais dans leur chambre, il fait chaud et bon. Manon ferme les yeux, et pour la première fois depuis des mois, elle ne pense plus à Lucas, ni à ses parents, ni au passé. Elle pense à l'avenir qu'elle se construit.
pierre par pierre, cicatrice guérie par cicatrice guérie. 2 semaines plus tard, Manon conduit sa voiture vers la banlieue parisienne. L'adresse griffonnée sur un papier l'amène dans un quartier qu'elle ne reconnaît pas. Fini la maison bourgeoise de son enfance, avec son jardin fleuri. Ses parents vivent maintenant dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble gris. Elle a pris cette décision seule. Alexandre a proposé de l'accompagner, mais elle a refusé. Cette conversation, elle doit l'avoir sans témoin. Elle frappe à la porte marquée 3B. Sa mère ouvre et Manon a un choc. En quelques mois, elle a vieilli de 10 ans. Ses cheveux sont devenus gris, son visage creusé par l'inquiétude. Elle porte un pull en laine usée que Manon ne lui a jamais vu. « Manon ?» Sa voix tremble d'incrédulité. « Tu es venue ?»« Bonjour maman. » L'appartement est minuscule. Un salon-cuisine, probablement une chambre au fond. Les meubles qu'elle reconnaît de son enfance paraissent énormes dans cet espace réduit. Son père se lève du canapé, referme précipitamment un dossier de factures impayées. « Ma chérie, tu es là ?» Il s'approche pour l'embrasser, mais Manon reste à distance. Elle s'assoit sur la seule chaise disponible, face à eux. « Nous suivons ta fondation sur Internet, » dit sa mère en s'essuyant les yeux. « Ce que tu fais, c'est magnifique. Tu aides tellement de familles, comme vous auriez pu m'aider. » Un silence pesant s'installe. Son père tritore ses mains, sa mère regarde par la fenêtre. « Nous avons commencé une thérapie, » annonce finalement son père. Une thérapie de deuil, pour Lucas. 28 ans après sa mort, on n'avait jamais accepté qu'il soit parti. Sa mère se met à pleurer doucement. Le thérapeute nous a fait comprendre qu'on t'avait utilisé comme un pansement sur une plaie béante. Manon acquiesce. Elle a lu suffisamment sur le sujet pour comprendre le mécanisme. Il nous a dit qu'on t'avait volé ton enfance parce qu'on était incapable de faire notre travail de parents endeuillés. Et maintenant, qu'est-ce que ça change ? Sa mère lève vers elle des yeux rougis. Ça ne change rien au mal qu'on t'a fait. Mais ça nous aide à comprendre pourquoi on était si cruel avec toi. Tu étais une enfant magnifique et on t'a brisé parce qu'on était brisés nous-mêmes. Ces mots, Manon les attendait depuis 25 ans. Mais maintenant qu'ils sont prononcés, elle réalise qu'ils ne suffisent pas à réparer le passé. « Je vous pardonne », dit-elle calmement. Ses parents se regardent, surpris par cette simplicité. « Mais je vous pardonne pour me libérer, pas pour vous excuser. Ce que vous m'avez fait subir était inacceptable, peu importe vos raisons. » Elle se lève et fait quelques pas dans le petit salon. « Je suis venue aujourd'hui parce que je voulais vous dire quelque chose. La petite fille qui voulait désespérément votre amour est morte le jour où vous avez détruit ma robe de mariée. À sa place, il y a une femme qui a construit sa propre famille, sa propre vie, son propre bonheur. Manon, je ne veux plus de contact avec vous. Je ne vous haïs pas, mais je ne peux plus vous laisser m'abîmer. J'ai trop de choses belles à protéger maintenant. » Son père se lève précipitamment. « Tu ne peux pas. Nous sommes tes parents. On a fait des erreurs, mais vous avez été les parents de Lucas. Moi, j'ai grandi toute seule. » Elle se dirige vers la porte, puis se retourne une dernière fois. « J'espère que votre thérapie vous aidera. Pas pour moi, mais pour vous. Porter cette culpabilité jusqu'à la fin de vos jours ne ramènera pas Lucas et ne réparera pas ce que vous m'avez fait. » Elle ouvre la porte, s'arrête sur le seuil. « Au revoir. » Dans la voiture, Manon reste quelques minutes immobile, les mains sur le volant. Elle ne pleure pas. Elle ne tremble pas. Elle ressent juste une immense fatigue, comme après un long voyage. Son téléphone vibre. Un message d'Alexandre. « Comment ça s'est passé ?» Elle tape sa réponse. « C'est fini. Je rentre à la maison. » À la maison. Pas chez ses parents. Pas dans son ancien appartement. À la maison qu'elle a choisie, avec l'homme qu'elle a choisi, dans la vie qu'elle s'est construite. Elle démarre et s'éloigne de ce quartier gris, de cet appartement trop petit, de ces 2 personnes qui resteront à jamais étrangères malgré les liens du sang. Dans le rétroviseur, l'immeuble rapetisse jusqu'à disparaître complètement. 1 an plus tard, les jardins du château scintillent sous les lampions dorés. Le gala annuel de la Fondation Lucas attire 300 invités venus de toute la France. Manon se tient au sommet des marches de marbre, rayonnante dans sa robe de soirée bleu nuit
et observe cette assemblée qu'elle a réunie. Ses cheveux, maintenant longs et soyeux, brillent sous les éclairages. Plus aucune trace de tricotylomania. Ses mains posées sur son ventre encore plat protègent un secret qu'elle s'apprête à partager. « Tu es prête ?» murmure Alexandre en ajustant sa cravate. Plus que jamais. Dans la foule, elle reconnaît les familles qu'elle aide. Marie, maintenant 10 ans, court entre les tables avec l'insouciance enfin retrouvée. Ses parents ont appris à la voir pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle remplace. Thomas, 16 ans, aide au service avec le sourire. Sa famille adoptive a compris qu'aimer un enfant vivant ne trahit pas la mémoire d'un enfant mort. Sophie, sa coordinatrice, lui fait signe depuis la scène dressée près de la fontaine. « Mesdames et messieurs, » annonce Manon au micro, « bienvenue au second gala de la Fondation Lucas. » Applaudissements chaleureux. Dans le fond du jardin, près des grilles, elle aperçoit 2 silhouettes familières. Ses parents, à distance respectueuse, observent la fête sans oser s'approcher. Ils viennent chaque année, elle le sait. Alexandre a donné des instructions discrètes à la sécurité pour les laisser regarder depuis l'extérieur. Cette année, nous avons accompagné 92 familles vers la guérison. 92 enfants ont appris qu'ils avaient le droit d'exister pour eux-mêmes. Nouveaux applaudissements. Manon prend une inspiration profonde. Je voudrais vous annoncer quelque chose de personnel. Alexandre et moi attendons un enfant. L'assemblée explose en félicitations. Alexandre la rejoint sur scène et l'enlace tendrement. Dans ce geste, il y a tout l'amour qu'ils ont construit ensemble, cicatrice après cicatrice. Cet enfant grandira dans l'amour inconditionnel. Continue Manon, émue. Il ne sera jamais le remplaçant de personne, ni l'espoir de combler un vide qui ne lui appartient pas. Elle pose sa main sur son ventre et regardant vers les grilles où se tiennent ses parents, elle murmure dans le micro. « Tu seras aimé exactement comme tu es, pas comme le remplaçant de quelqu'un d'autre. » Ces mots traversent les jardins comme une promesse solennelle. Près des grilles, sa mère porte une main à son cœur. Son père baisse la tête. Pour la première fois depuis la mort de Lucas, ils pleurent enfin vraiment. Pour leur fils disparu, qu'ils n'ont jamais su pleurer correctement. Pour leur fille qu'ils ont blessée en essayant de faire revivre un mort. Pour toutes ces années perdues dans un deuil mal géré qui a empoisonné 3 vies. La fête continue autour d'elle, mais Manon reste un moment immobile sur la scène. Elle pense à cette petite fille qui s'arrachait les cheveux pour exister, à cette adolescente qui se sentait invisible, à cette jeune femme qui a failli annuler son propre mariage par manque d'estime. Cette femme-là n'existe plus. À sa place se tient Manon Moreau, fondatrice d'une organisation qui sauve des familles, épouse aimée, future mère. Une femme qui a transformé sa plus grande blessure en sa plus belle force. Alexandre lui prend la main et l'entraîne vers la piste de danse improvisée sur la terrasse. Ils dansent sur La vie en rose, enlacés sous les étoiles, entourés de tous ceux qui forment maintenant leur vraie famille. Leurs amis sincères, les familles qu'ils aident, les employés de la fondation qui sont devenus proches. Une famille choisie, construite sur l'amour et la guérison plutôt que sur le sang et la culpabilité. Près des grilles, ses parents regardent encore quelques minutes avant de s'éloigner lentement dans la nuit. Ils reviendront l'année prochaine, elle le sait, et elle les laissera regarder, sans haine, mais sans espoir non plus. Certaines blessures ne se réparent jamais complètement, mais on peut apprendre à vivre avec, et surtout, on peut empêcher qu'elles se transmettent. Manon ferme les yeux et danse, une main dans celle d'Alexandre, l'autre sur leur enfant à naître. 3 générations qui briseront enfin le cycle de la douleur. Dans ses bras, l'avenir commence enfin.